Bienvenue dans ce nouveau tueur en série. La dernière fois, j'étais avec Greg Tabibian. Nous évoquions la pédophilie au travers du film Song of Freedom qui est sur Apple TV maintenant, qui est un film coproduit plus exactement par Mel Gibson. Aujourd'hui, j'ai Charles Mathieu qui est à mes côtés. Bonjour Charles Mathieu. Bonjour Arnaud. De quoi parle-t-on ? Alors aujourd'hui, nous allons parler du Cercle des Neiges, le dernier film sorti sur Netflix, réalisé par Juan Antonio Bayona, qui avait déjà fait les deux derniers Jurassic World, mais aussi le film d'horreur L'Orphelinat en 2008. Waouh. Voilà, alors contre toute attente, on pourrait penser que ce serait un film un petit peu pareil. Il n'y a pas du tout, puisque donc c'est tiré de faits réels et du roman La Sociedad de la Nieve de Pablo Vierci, qui raconte l'histoire du crash d'avion qui a eu lieu en 1972 dans la Cordillère des Andes. Qui a fait un grand bruit. Voilà. Avion qui transportait une équipe de jeunes rugbymen uruguayens qui allaient jouer un match au Chili. L'avion s'est écrasé, il y a eu de nombreux morts et ils sont restés près de 3 mois dans les montagnes et ont été contraints au cannibalisme pour survivre. D'accord, donc c'est un film gore, quoi. Alors non, justement, pas du tout. Et on peut être assez étonné que Juan Antonio Bayona joue la carte de la pudeur. Pudeur des sentiments, pudeur dans la vision du cannibalisme en lui-même, puisque c'est souvent évoqué à travers des hors-champs, ou par le regard de certains personnages, ou encore par des sons. Donc on privilégie le sens au sang, comme vous me le disiez tout à l'heure, le sens au sensationnel, quoi. C'est ça, et Bayona met plutôt l'accent sur la profondeur des sentiments, la personnification des cadavres après la mort, les questions religieuses, puisque ces jeunes sont issus d'un institut catholique. Qui contraste d'ailleurs, c'est une petite parenthèse que je fais, qui contraste avec... on voit des manifestations, on est en 72, donc après mai 68, après ces mouvements-là, et on voit des jeunes babas défiler, tirant sur le gauchisme d'ailleurs, et puis eux, ils ont l'air plutôt de petits garçons propres, issus de milieux favorisés, je dirais Uruguay, si j'ose dire, vieil Uruguay. Tout à fait, et d'ailleurs c'est doublement intéressant. D'abord, qu'au début du film, ils voient ces mouvements sociaux de loin, de manière un petit peu désintéressée. Et ensuite, la catastrophe va faire qu'ils vont se retrouver en tant qu'hommes. Et deuxième élément notable, ils doivent initialement jouer un match au Chili qui est le pendant totalitaire de l'Uruguay à cette époque-là en Amérique latine. C'est exact. Alors parlons de la réalisation, les acteurs. Alors comme c'est un film qui souffre d'un budget tout à fait modeste. L'Uruguay, hein. Ce ne sont pas des têtes d'affiche. En plus, comme ils interprètent de jeunes personnages, ce sont donc des acteurs en devenir. C'est des débutants, mais c'est des quiches quand même, ou non ? Eh bien non, au contraire, ils ont un jeu très juste, et je pense qu'à l'avenir, on en reverra certains dans des productions plus haut niveau. Donc ça sonne vrai ? Ça sonne tout à fait vrai. D'accord. Les images, l'ambiance ? Alors les images sont pour la plupart captées grâce à des drones, dans des plans larges, ce qui rajoute un effet d'angoisse à la situation, avec une impression de perte au milieu d'une immensité glacée. Oui. Ce qui rappelle un petit peu Shining, notamment. Alors justement, il y a un contraste dans la bande-son qui est assez intéressant, vous me le disiez, parce que dans la première partie, où on est plutôt dans les années 70, après, dans la montagne, on est hors du temps, en fait. Hein. C'est ça. Il y a deux musiques différentes. Expliquez-nous ça. Eh bien, comme je disais, les premières images se passent dans un Uruguay plutôt cool, avec une musique qui rappelle les tubes des années 70. Ouais, les tubes, ouais. Plutôt tranquille. Et une fois l'accident qui d'ailleurs est extrêmement filmé de manière extrêmement violente, extrêmement rugueuse,
on change du tout au tout et une musique qui se fait beaucoup plus oppressante, qui, là encore, rappelle la musique de Shining. On sent que Michael Giacchino travaillait les classiques. Oh, très bien. Alors, en conclusion, à propos de... Vous parlerez après d'autres choses, mais en conclusion pour ce film. Eh bien, de ce que j'ai vu, l'accueil au niveau du public a été plutôt bon, avec une note avoisinant les 4 pour les sites Allociné et Sens Critique. Oui. Du côté de la presse, c'est un petit peu moins, Oui. 3,8, Peut-être c'est qu'aussi normal. sont trop catholiques pour une presse de gauche. Probablement. Pour ma part, oui, je pense que le 4 n'est pas volé. C'est vraiment un film qu'on peut voir sans perdre son temps. On ne perd pas son temps. Bon, très bien. Maintenant, je vais vous parler de Thérapie. Thérapie est une mini-série en 6 épisodes diffusée sur Amazon qui dure approximativement 5 heures. Alors, je vous lis le résumé officiel de la production. Thérapie est une série adaptée du roman à succès de Sebastian Fitzek. Josie, 13 ans, fille du célèbre psychiatre Victor Lawrence, a mystérieusement disparu sans laisser ni trace ni corps derrière elle. Il n'y a eu aucun témoin. 2 ans plus tard, une jeune fille énigmatique se présente. Elle oblige Victor, donc le psychiatre, le professeur d'ailleurs de psychiatrie, à faire face à la disparition de sa fille et le pousse dans ses derniers retranchements psychologiques. Alors, il est classé, c'est un film qui est classé dans la catégorie des thrillers psychologiques. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Psychologie, il n'y a pas de psychologie à 2 balles pour des trolls gauchistes qui s'écoutent parler. Thriller, oui, il y a du suspense, je dirais un suspense qui tourne autour de la psychiatrie, mais c'est très intéressant. Le scénario donc est plein de rebondissements, avec une piste scénaristique qui évolue d'épisode en épisode, et on se plaît à comment dirais-je, à laisser son intuition essayer ou tenter de deviner la fin. On se trompe souvent d'ailleurs, hein. Alors la réalisation, les acteurs sont surtout sont très bons, ils jouent très bien. Surtout la jeune fille qui est très intrigante, et le psychiatre, lui, il est très torturé à souhait. Dr House à côté, c'est un petit joueur. Ils sont bien de chez nous, pas de diversité poussée à l'extrême. L'action se déroule en mer du Nord, en face de l'Allemagne. J'aime bien les séries plutôt un peu nordiques parce que c'est plutôt propre. C'est un peu comme dans les BD de Tintin. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de papier par terre. Ça nettoie un peu le cerveau, ça nettoie les yeux, quoi, hein. Donc les images sont très belles, les images d'extérieur surtout sont d'une très grande beauté, c'est très bien filmé. Les images d'intérieur, il y a un bel éclairage, de beaux plans. En conclusion, je dirais, il n'y a pas de sexe à tout moment pour faire vendre, pas de LGBTQ+, on est dans la vraie vie. Superwook ne joue pas dans le film. Superwook ? Alors Superwook, c'est mon super-héros que je veux proposer à Avenger. Donc c'est quelqu'un comme Iceman qui, quand il touche quelque chose, transforme en glace. Lui, quand il touche quelque chose, il le wokisme automatiquement. Il touche par exemple un homme et ça devient un trans. Il touche une femme, elle devient non-binaire. Il touche un blanc, ça devient un jaune. Enfin, s'il touche un jaune, ça ne devient pas un blanc. Ça marche pas dans ce sens-là, hein. Et puis donc c'est une série qui est plutôt normale, hein, qui est plutôt agréable à voir en 2 soirées. Donc 5 heures de cinéma. Je dis cinéma parce que pour moi, une mini-série, c'est un film découpé en tranches, à voir en 2 soirées. Allociné 4, Sens Critique met 3, je ne sais pas pourquoi ils sont plus sévères, et moi je mettrais 4 parce que c'est vraiment une bonne soirée. Donc merci Charles Mathieu, la prochaine fois je vous retrouve avec Greg une nouvelle fois, à bientôt.